Bonjour, bienvenue à tous pour cet atelier de la plateforme Eurocode 5. Alors la plateforme Eurocode 5, c'est une action collective qui est financée par le Codifab et elle existe depuis 2012 pour l'appropriation en fait, des Eurocodes en général et de l'Eurocode 5 en particulier à destination des bureaux d'études, maîtres d'œuvre, architectes, toutes les personnes qui sont sur l'écosystème. Ce sont des ateliers à dominante technique. Historiquement, alors, la plateforme Eurocode 5, c'est deux choses principalement. Un site, donc plateforme-eurocode5.fr, sur lequel vous pouvez accéder à de la documentation et puis un forum. Et des ateliers qui étaient historiquement en présentiel. Puis depuis 2022, on est passé sur un format webinaire. Et aujourd'hui, on fait un peu de l'hybride parce qu'on a à la fois le côté webinaire et le côté présentiel. Donc merci au forum de nous accueillir cette année pour cette petite innovation qu'on espère, peut-être si elle marche bien, qu'elle se pérennisera. Aujourd'hui, on a deux sujets qui vont être développés, à peu près 45 minutes chacun et 5 minutes de questions. Un premier sujet qui va être présenté par Thomas Catroux, ingénieur de recherche au FCBA, et sur la thématique de vibration des planchers. Donc le futur Eurocode 5 justement, et puis les aspects psychosensoriels. Et ensuite, on aura un deuxième sujet qui sera développé par Maggie Dussault du bureau d'études Dussault et Grégoire Oisel de Arborescence sur la thématique de rupture fragile des assemblages. Thomas, c'est à toi. Merci Maxime. Alors, petit test, c'est bon. Donc je vais vous parler de l'aspect vibration de plancher et les évolutions de l'Eurocode 5 et je m'appesantirai un petit peu sur l'aspect ressenti qui est toujours un peu plus compliqué quand, comme beaucoup d'entre nous, on est mécanicien et que là on parle sur l'humain, le psychosensoriel. Un petit exemple pour introduire les problématiques de vibration. Alors c'est pas tout à fait des vibrations de plancher, c'est pas non plus du bois, mais ça a un petit aspect sensationnel, donc c'est assez intéressant. C'est le 10 juin 2000, il y a une passerelle piétonne qui a ouvert à Londres, donc le Millennium Bridge pour ceux qui connaissent, et il a fermé 3 jours plus tard. Pas pour des aspects résistance ou pas pour des dommages qui ont été constatés, mais parce que, alors on le voit sur la petite animation, c'est pas très grand, mais il y a eu des vibrations qui étaient extrêmement impressionnantes de l'ordre du mètre en transversal, pour 3 raisons. Les 3 raisons, c'était la fréquence propre du pont qui était relativement propre de celle de la marche. Donc naturellement, le pont allait osciller à peu près à la même fréquence que la marche. Donc la marche va exciter fortement le pont. L'amortissement de la passerelle était très très faible, donc ce qui accentue ce phénomène de vibration. Et en plus, la petite particularité, c'est que c'était une sollicitation auto-entretenue, c'est-à-dire la vibration faisait que les usagers ressentaient la vibration, avaient tendance du coup à poser leurs pieds à l'opposé de la vibration et du coup à générer de plus en plus de vibrations, ce qui a conduit à ce genre de déplacement. Donc toute la problématique de vibration et de dynamique des structures en général, c'est qu'on n'est plus sur de la résistance et on a un certain nombre de phénomènes qui rentrent en interaction. Donc c'est dur de trouver un optimum des niveaux de fréquence, des accélérations, et on a de l'humain qui rentre en jeu. Avec une certaine façon de marcher qui va induire des sollicitations qui sont potentiellement très diverses et qu'il faut prendre en compte. Donc ma présentation, donc je vais faire un petit historique de l'évolution des normes sur la problématique depuis le début des années 90 jusqu'à le futur Eurocode 5. Alors quelques notions rapides de dynamique des structures pour comprendre comment a été rédigé le nouvel Eurocode 5 qui est entre guillemets un peu plus physique que le précédent. On va parler d'accélération, de vitesse. Donc je vais essayer de vous faire comprendre d'où viennent toutes les formules et les petits coefficients correcteurs qui vont apparaître dans la nouvelle version de l'Eurocode 5. Comme je disais, un petit laïus sur la partie ressenti. Donc ce qui a été prévu, une petite comparaison avec ce qui se fait aussi dans le monde et comment on peut évaluer, comment on peut choisir des seuils de ressenti vis-à-vis de la vibration, et une application alors qui sera relativement rapide au vu du temps, mais voilà, pour vous montrer une application de nouvel Eurocode 5 sur des cas concrets. En termes d'historique, donc les premières problématiques de vibration, c'est dans les années 90 avec un certain nombre de référentiels que je vais pas détailler, mais
de l'actuel Eurocode 5, il repose principalement sur les travaux d'Olson en fin des années 80, avec donc les formules que vous connaissez si vous avez manipulé un petit peu les Eurocode 5. Et depuis, il y a beaucoup de guides qui se sont faits aux États-Unis, enfin dans différents pays. Alors, c'est pas la première fois dans le cadre de la plateforme Eurocode 5 qu'on parle des vibrations. Il y a eu une présentation en 2014 et 2017. D'ailleurs, je parle un petit peu de la présentation 2017 qui était très longue parce que c'était sur 2 demi-journées, donc qui rentrait très en détail sur les problématiques de dynamique des structures. Donc, si vous voulez aller plus loin, je vous ramène à cette présentation qui est présente sur le site de la plateforme. Et interne à FCBA, donc on a eu plusieurs programmes de recherche pour aller travailler sur ces aspects vibrations et sur cet aspect psychosensoriel. Je les présenterai un petit peu en fin de présentation. Quelques petites notions de dynamique des structures, alors très simple, ça va vous ramener un peu au lycée. Donc le principe fondamental de la dynamique, voilà, c'est juste pour se rappeler des principaux termes qui jouent quand on parle de vibration de structure avec la petite vidéo. Donc le premier terme, c'est les forces d'inertie proportionnelles à l'accélération. Donc ce qui fait que la pomme, quand le skate est arrêté, la pomme continue son chemin. C'est les forces d'inertie qui le poussent à aller plus loin. Donc on représente souvent les systèmes avec des petits systèmes masse, ressort, amortisseur, avec ces trois phénomènes, donc les forces d'inertie, les forces d'amortissement, donc la capacité de notre système à absorber l'énergie et à limiter les vibrations. Donc en général, on va chercher à optimiser cet amortissement. Donc dans la prochaine version de l'Eurocode, il y a des valeurs tabulées suivant le système de plancher qu'on va utiliser pour ces valeurs d'amortissement. Donc suivant si on est sur du plancher solivé ou du plancher CLT ou bois béton, avec ou sans plancher flottant. Et les forces de raideur, donc on est plus habitué aux problématiques de statique. Donc ça c'est voilà, la raideur du système qui se représente par un ressort. Et donc il y a la notion dont je vais parler assez souvent lors de cette présentation, la notion de fréquence propre. Donc la fréquence à laquelle un système oscille de façon naturelle, c'est un ratio de la raideur et de la masse, avec l'amortissement qui intervient dedans de façon négligeable. C'est pour ça qu'on a à peu près égal. Mais voilà. Donc ces notions étant dites, comment a été imaginée cette nouvelle version de l'Eurocode, sur quelle base scientifique? Donc, quand vous dimensionnez un plancher, vous avez un plancher qui est complexe, qui est 3D. Alors là, c'est une forme relativement simple, mais on peut avoir des formes un peu plus compliquées, avec sa dynamique propre. Donc là, ce que je vous montre sur les petites animations, c'est les premiers modes de résonance qui ont été mesurés, enfin identifiés expérimentalement sur un plancher réel. Dans le cadre de la norme, on va faire des simplifications. On va d'abord partir sur une approximation linéaire type poutre pour aller calculer les fréquences propres de notre plancher. Et ensuite, on va calculer les accélérations et vitesses sur un modèle encore plus simplifié, c'est-à-dire vraiment le modèle masse-ressort que je vous ai distingué, que je vous ai montré précédemment, donc défini par une raideur, un amortissement, une masse, sur la première fréquence de résonance du plancher qu'on va supposer être la plus importante. Donc tout ça pour dire, le calcul est relativement simplifié. Il s'avère quand même qu'en réalité, ça fonctionne plutôt bien. Sur des géométries extrêmement complexes, l'approche Eurocode va être quand même limitée. Donc je vais commencer à parler du calcul des fréquences de résonance, donc qui est la première étape pour qualifier le plancher. Donc je vous balance directement la formule de la prochaine version de l'Eurocode, mais je vais la détailler un peu en détail. Donc le principe, cette partie encadrée, en fait, elle était déjà présente dans l'ancien Eurocode. C'est la fréquence propre naturelle d'une poutre sur 2 appuis. Donc ce que je représente ici. Donc c'est une formule de la littérature qui est bien connue, qui fonctionne très bien. Ce qui est rajouté, c'est nos deux petits coefficients, KE1, KE2, qui ne sont pas juste des coefficients correcteurs, qui représentent vraiment des phénomènes particuliers. Le KE1, il va prendre en compte le fait que si un plancher est sur des portées multiples, s'il y a des appuis intermédiaires, on va venir amplifier la fréquence de résonance. Et le KE2, il va prendre en compte la direction transverse. Comme là, on est sur une approximation d'une poutre sur des appuis, on ne prend pas en compte la 3e dimension, donc la profondeur dans mon schéma. Donc c'est ce coefficient qui va venir corriger la valeur. Donc pour rentrer un peu plus dans les détails,
Je commence le KE2 par le KE2 volontairement, qui a cette forme-là. Alors, je ne rentre pas trop dans les détails, mais du coup, on a un facteur, une raideur de flexion longitudinale. Donc ça, c'est ce qui guide la raideur de notre plancher dans le sens longi. Et c'est du coup la raideur de flexion dans le sens transversal qui va intervenir. Pour expliquer le principe, si on est dans le cas où on a une fréquence propre qui est de cette forme-là, donc ça veut dire qu'il n'y a que la raideur longitudinale qui intervient. On a un facteur de flexion transversale qui est, alors je mets à peu près égal à 0, mais c'est surtout négligeable par rapport à la raideur en flexion longitudinale. Dans ce cas-là, on va avoir un KE2 de 1. Ça ne va pas intervenir. Par contre, si on a un plancher où la raideur transversale est relativement du même ordre de grandeur que la raideur longitudinale, notre premier mode de flexion, il va plutôt être une espèce de chapeau mexicain, donc une lobe bien centrée. Si on suppose un plancher à peu près carré, on va avoir un KE2 de l'ordre de racine de 2. Dans certains cas, alors c'est pas des bornes, dans certains cas on peut aller un peu plus racine de 2 suivant la géométrie de notre plancher, mais grosso modo, on va se retrouver sur les valeurs de KE2 à peu près dans cet ordre de grandeur-là. Pour le KE1, comme je disais, il prend en compte la présence d'un appui intermédiaire. Donc on va dimensionner une portée de plancher, donc le plancher de portée L1 par exemple, mais le fait que ça soit un plancher sur plusieurs appuis, la partie de longueur L2 va intervenir sur la fréquence de résonance de la première portion. Donc ça va avoir tendance plutôt à la raidir, donc à augmenter la fréquence de résonance. Et donc dans le prochain neurocode, on va avoir ce petit tableau qui, en fonction du rapport entre L2 sur L1, va apporter ce coefficient correcteur qui va venir augmenter la fréquence de résonance. Donc, ce tableau, il est issu de l'Eurocode. Ce petit graphe, donc ça c'est de notre rapport de recherche. Voilà, on peut retrouver une formule analytique qui exprime aussi KE1. Donc je ne vais pas détailler cet aspect-là, mais il faut aussi faire attention sur cette partie à portée multiple de la souplesse des appuis. Donc là, sur le petit schéma, j'ai représenté des appuis simples parfaitement rigides. Dans la réalité, un plancher intermédiaire va sûrement être posé sur un sommier avec une raideur qui n'est pas infinie, et ça va intervenir fortement sur la fréquence de résonance du plancher. Donc il y a des outils aussi de calcul pour prendre en compte la raideur des appuis dans le calcul de la fréquence de résonance. Donc je reviens sur mon petit schéma. Donc là, on a les outils pour calculer la fréquence de résonance. Donc ça ne va pas nous donner directement une relation avec le ressenti. On va chercher à calculer les accélérations et les vitesses qui sont induites par des sollicitations dynamiques. Et donc là, on va partir sur un modèle encore plus simple. Donc la fréquence qui a été calculée, c'est la fréquence du premier mode. Et donc on va partir sur un système à 1 degré de liberté. Et maintenant, il faut définir la sollicitation. Donc la sollicitation qui nous intéresse dans le cadre de l'Eurocode 5 et qui est la plus courante, en tout cas pour du résidentiel, c'est la marche d'une personne isolée et les vibrations que ça va induire sur le reste de la salle. Donc la marche, là, on revient sur l'humain, donc qui veut dire sollicitation humaine, c'est énormément de variabilité. On a pu tester 40 personnes, on va avoir un rapport 1 sur 10 entre l'action que va impliquer une personne sur un plancher par rapport à une autre. On a une sollicitation qui a cette forme-là, donc avec deux pics qui correspondent à l'impact. Donc quand on arrive sur le plancher, en général, on attaque par le talon. Un creux qui correspond au moment où le pied est complètement sur le sol avec la zone d'appui maximale. Et un deuxième pic qui correspond au lâcher où on va être appuyé que sur les doigts de pied, sur l'avant du pied. Donc voilà, la forme est celle-là. Par contre, la fréquence de marche va être très différente entre des personnes qui vont avoir une marche très lente et posée de l'ordre de 1,5 Hz à des personnes qui vont avoir une marche un peu rapide, nerveuse, voire jusqu'à de la course. On va aller de 1,5 Hz à 3 Hz avec des amplitudes, des pics qui vont dépendre fortement des personnes, et éventuellement un peu du type de chaussures. Donc là, j'ai représenté pas innocemment une femme avec des talons aiguilles, parce que là, on est à mi-chemin entre la partie vibration et acoustique. Comme on limite la zone de contact, ça va générer des vibrations plus haute fréquence, et le type d'attaque du pied.
Donc pour modéliser ce chargement qui est complexe, donc il y a eu beaucoup de travaux par le passé qui ont été repris dans le cadre de l'Eurocode. Donc je cite, mais ça n'a pas été utilisé, je cite l'approche OS-RMS 90 qui modélise cette charge de plancher par une somme de polynômes, enfin par un polynôme de degré 8, donc c'est un chargement assez complexe. Ce qui a été utilisé, c'est l'approche fréquentielle, donc c'est de regarder les composantes fréquentielles de la marche et donc de faire une somme sur la fréquence de résonance donc, de la marche qui est de l'ordre de 2 Hz et ses harmoniques donc à 4, 6 et 8 Hz. Donc on va en reparler quand on va parler de plancher résonant. Ce 8 Hz, il vient de là, c'est les harmoniques de la marche. Et donc on va représenter donc, cette force par une somme avec des coefficients alpha qui représentent l'importance, enfin l'énergie qui est attribuée à chaque fréquence. Donc pour celle qui nous intéresse, qui va être la plus forte, donc celle autour de 2 Hz, le alpha il est de l'ordre de 0,4, donc ça veut dire que la force dynamique qui est appliquée, elle va être de l'ordre de 0,4 fois le poids de la personne à 2 Hz. Voilà. Et bon, cet alpha, du coup, il suit une formule donc, qui est pas indiquée qui est indiquée indirectement dans l'Eurocode, mais voilà, qui suit une formule exponentielle en fonction de la fréquence de marche. Donc je parlais de cette fréquence de 8 Hz. Dans les approches, si vous avez regardé la version actuelle de l'Eurocode, il est indiqué qu'en dessous de 8 Hz, l'Eurocode actuel ne donne pas d'informations pour dimensionner un plancher. Ça ne veut pas dire qu'en dessous de 8 Hz, le plancher va être forcément inconfortable, loin de là. C'est que les phénomènes physiques qui rentrent en jeu ne sont pas les mêmes. En dessous de 8 Hz, on est dans la zone de fréquence des harmoniques de la marche, donc le plancher va résonner dans le sens où l'amplitude de vibration dans le plancher va augmenter en fonction du temps. Si on suppose une personne qui marche sur un plancher infini, ce qui n'est pas trop possible, mais on va avoir ce type de courbe. Donc en rouge, l'action de la marche, une personne qui marche, et en noir, la réponse du plancher. Donc la réponse du plancher va venir s'amplifier jusqu'à une limite et se stabiliser. Donc ça, c'est des planchers résonants, c'est-à-dire on va jouer sur on va solliciter la fréquence de résonance du plancher. À contrario, donc on va avoir des planchers transitoires. Donc c'est des planchers avec des fréquences plus importantes où la vibration, grosso modo, elle va se faire entre deux pas. Il va y avoir une sollicitation dynamique, un pas, et il va y avoir plusieurs vibrations du plancher entre l'action de marche. Donc on a une accélération, une réponse du plancher qui est globalement homogène dans le temps avec la marche. Donc dans l'Eurocode, en tout cas, on considère que pour les planchers résonants, la sensibilité de la personne va être plutôt liée au niveau d'accélération, qui va être relativement important. Et dans le deuxième cas, il va y avoir une sensibilité à la vitesse. Donc j'enfonce un peu le clou, hein, mais la fréquence, ce n'est pas du tout lié au confort vibratoire. Donc on peut, dans les deux cas, avoir un plancher qui est confortable ou inconfortable. Donc la grosse nouveauté dans le nouvel Eurocode 5, c'est qu'il y a des outils, on va avoir des outils pour calculer des planchers en dessous de 8 Hz. Donc sensibilité à l'accélération et les vitesses, donc on va avoir des outils pour calculer cette accélération et cette vitesse. Donc la formule, elle est à droite. Donc, avec, comme souvent dans l'Eurocode, plein de petits coefficients que je vais essayer de vous expliquer quand même parce qu'ils sont pas là par hasard, ils ont une signification scientifique. Déjà, comme je disais, on est sur une approximation masse, ressort, amortisseur. Et donc ça, on le connaît. Si on a une force dynamique, la réponse de ce type de système à cette force dynamique, elle va être de cette forme-là. Donc l'accélération, ça va être la force sur 2 fois l'amortissement et multiplié par la masse, donc la masse modale de notre plancher. Donc on va retrouver, avec un peu d'imagination, c'est le terme en rouge et les éléments bleu clair, en dessous. Ensuite, voilà, l'élément rouge, donc la force dynamique, c'est à définir. Ça peut être un peu surprenant, enfin moi en tout cas ça m'a surpris la première lecture de la nouvelle version de l'Eurocode. On vous dit que la force dynamique c'est 50 newtons. Quand on sait que
Le poids moyen qui est souvent pris en compte, c'est plutôt 75 kg. 50 newtons, ça fait 5 kg. Voilà. On se demande comment ça a été calculé. En fait, c'est là où il y a quelque chose qui est un peu caché dedans, c'est ce facteur alpha dont je vous ai parlé précédemment. Si on va considérer la force dynamique à 2 Hertz, donc on va multiplier le poids de la personne Q, qui est en général pris à 75 kg dans l'Eurocode, avec ce facteur alpha et divisé par la constante de gravité. Et c'est ça qui va nous permettre de retomber sur, alors en réalité, 40-45 newtons, mais ça a été arrondi à 50 de façon conservative. Et ensuite, donc on a deux coefficients, Cares et Mures, qui vont... Donc le premier coefficient, il va prendre en compte les modes supérieurs. Comme on fait une approximation un système masse-ressort, on ne prend en compte que la première fréquence de résonance du plancher, alors qu'en réalité, elle en a une infinité. Et donc il y a un coefficient qui, là, pour le coup, est plutôt empirique, qui va amplifier notre accélération pour prendre en compte l'influence de ces modes supérieurs. Et le deuxième coefficient, donc lui, pour le coup, il est minorant, toujours inférieur à 1. C'est pour prendre en compte le fait qu'en général, la personne qui reçoit les vibrations, donc il va être assis sur un bureau par exemple, elle n'est pas située exactement au même endroit que la personne qui marche. Donc il va y avoir une certaine dissipation de l'énergie entre la source de vibration et la personne qui va la recevoir. Donc ce Mures, il est pris à 0,4. Voilà. Et le dernier petit coefficient dont je n'ai pas parlé, c'est juste le racine de 2. C'est parce qu'on sur les parties vibrations, on raisonne toujours en valeur efficace. Donc la valeur efficace d'un signal sinusoïdal, c'est racine de 2 du pic. Donc c'est ce qui explique ce coefficient. Donc le calcul de l'accélération dans la prochaine version de l'Eurocode, il est nécessaire uniquement pour des planchers résonnants, des planchers avec une fréquence inférieure à 8 Hz. Ensuite, la deuxième chose dont on va regarder, donc plutôt pour des planchers transitoires, donc supérieurs à 8 Hz, c'est la vitesse liée à un impact d'une personne sur le plancher. Donc la formule, les deux formules sont là-haut. Donc il y a une formule qui va vous permettre de calculer la vitesse d'impact pic, donc crête, donc qui a cette forme-là. Donc de la même façon, c'est toujours sur une base théorique solide. Si on a un système, juste une masse soumise à une force harmonique, donc de ce type-là. La vitesse de pic, c'est la force qu'on excite sur la masse. Donc là, ça se traduit par le I mode sur M plus 70, donc le coefficient de base. Donc, de la même façon, on va rajouter deux coefficients. Déjà, définir la force. Donc là, encore une fois, là, cette force liée à un impact, elle est empirique, avec une forme un peu particulière. Donc elle va être liée à la fréquence de résonance du plancher et à la fréquence de la marche, le FW. Et ensuite, donc on retrouve le coefficient majorant pour les modes supérieurs. Donc il a la même forme que pour l'accélération. Et on retrouve un facteur de réduction qui n'est pas le même et qui a la même utilité. Là, le calcul de la valeur efficace, il est un peu plus complexe parce qu'on n'est pas sur un signal sinusoïdal amorti, on est sur quelque chose qui s'amortit, qui a cette forme-là. Donc je ne rentre pas dans les détails, mais ça traduit de la même façon. On ne traite jamais les pics qui vont être très hauts. Donc c'est un coefficient minorant qui va prendre en compte, qui va permettre le calcul de la valeur efficace de la vitesse. Voilà pour la partie calcul. Donc, dans la nouvelle version de l'Eurocode, il y a 4 éléments à calculer. Alors, je n'ai pas parlé de la flèche parce que c'est un peu plus classique, on va dire. Mais il faut calculer la flèche sous impact. Donc, la fréquence de résonance sur la base de ce que j'ai défini plus haut. La valeur de l'accélération pour des planchers résonnants, donc si le plancher a une fréquence inférieure à 8 Hz, et le critère de vitesse. Et ensuite, donc à la fin de ce calcul, on a ce tableau qui va permettre de définir la performance du plancher en fonction de ces différents critères, sachant qu'ils sont tous discriminants, et on va prendre le plus négatif. Donc ça se définit avec un coefficient, un coefficient R, un coefficient de qualité. Donc imaginons que j'ai une accélération qui est de 0,015 mètres secondes carrés. Donc j'ai un R de 3. Donc dans ce cas-là, je suis en performance 1.
Voilà, vous voyez le principe. Il y a juste un critère qui est discriminant, c'est la fréquence de résonance qui ne peut pas être inférieure à 4,5. Donc il est tout à fait permis d'être en dessous de 8 Hz. Par contre, voilà, il y a un seuil bas à 4,5 Hz. Donc ces niveaux de performance, comment les relier à des niveaux de sensibilité. Donc je vais vous commencer à parler de la partie sensibilité aux vibrations avec les références qui ont été utilisées pour écrire cette nouvelle version de l'Eurocode. Principalement donc l'ISO 2631 et l'ISO 10137 qui définit des seuils de vibration qui ont cette allure, donc qui dépendent de la fréquence de résonance. Pourquoi cette dépendance? On voit qu'il y a le seuil le plus bas, il est autour de 4-8 Hz. Ça correspond globalement à la fréquence de résonance de nos organes internes. Donc c'est là qu'on est le plus sensible. C'est les fréquences auxquelles on est le plus sensible, donc on va avoir un seuil plus bas. Sur des fréquences plus hautes, plus la fréquence va être haute, moins on va avoir de sensibilité. Donc l'ISO 2631 est défini en accélération. Comme les seuils de l'Eurocode sont en accélération en vitesse, voilà, j'ai intégré pour avoir ces mêmes seuils en vitesse. Bon, c'est hors du cadre de l'ISO, mais ça donne une idée. Et donc il y a différents niveaux. Le premier niveau pour la perception, et puis après pour habitation, jour, nuit, qui vont être de moins en moins restrictifs. Pour la comparaison entre ces deux aspects, entre donc l'ISO 2631 et les critères de performance qui sont définis dans la nouvelle version de l'Eurocode, donc j'ai gardé que la partie habitation, jour et bureau, qui sont les moins restrictifs dans l'ISO 2631. Et on voit que la qualité 1, globalement, elle va correspondre au seuil bas de la norme ISO pour les bureaux. Et quand on est en qualité 6, on est, là on est sur une échelle logarithmique, donc on est quasiment à un ordre de grandeur au-dessus des normes de l'ISO. Alors ça peut poser question, ça s'explique quand même relativement bien, parce que les approches sont différentes. Les normes de l'ISO ont été calculées déjà pour des vibrations longue durée. Les sollicitations liées à la marche sont plutôt de durée courte, donc le niveau de perception peut être un peu plus haut. Et donc toutes les formules que je vous ai montrées avec les coefficients de majoration, etc. Donc l'approche Eurocode, comme souvent, elle est plutôt conservative. Elle va plutôt donner des valeurs enveloppes des accélérations qui peuvent être induites par la marche. Donc les seuils sont adaptés en conséquence. La seule question que ça pose, c'est si on mesure une accélération en chantier en faisant marcher 2-3 personnes, il paraît plus opportun de comparer avec l'ISO 2631. Par contre, pour les calculs, de comparer avec les seuils de l'Eurocode 5. Un petit état des lieux rapide des référentiels liés à la vibration des planchers dans le monde. Globalement, il y a énormément de référentiels. Alors cette publication, si vous êtes intéressé par le sujet, elle est très intéressante parce qu'elle reprend une dizaine de normes différentes un peu partout au Canada, aux États-Unis, en Australie, pour essayer de faire un critère ISO commun. Et en général, on va regarder 3 aspects. Donc soit un critère, dans certains pays, c'est soit un critère uniquement statique, soit un critère triple, donc qui ressemble un petit peu à ce qui va être proposé dans la prochaine version de l'Eurocode, en regardant un critère de flèche, un critère en fréquence et un critère en vitesse ou en accélération. Et donc l'approche canadienne qui est un peu originale, c'est un ratio entre la fréquence de résonance et la flèche liée à une charge de 1 kN qui doit être supérieure à une certaine valeur. Donc cette dernière approche, elle est vraiment purement empirique. Donc pour détailler un petit peu cette dernière approche, avec ce ratio, globalement, comment ça a été calculé, c'est on a fait passer sur différents planchers, on a fait passer un gros contingent de personnes avec différentes fréquences et déplacements. Et on a repéré quand est-ce que les personnes jugeaient que le plancher était confortable, acceptable, et quand est-ce qu'il ne l'était pas. Et ils ont fait passer une courbe entre les points verts et les points rouges pour repérer leur courbe. Le côté intéressant, c'est que cette étude elle a été faite dans différents pays.
et les résultats sont extrêmement différents. Parce que de la même façon, on touche à de l'humain. Les sensibilités dans les différents pays sont très différentes. Le Canada, qui est très habitué à avoir des planchers bois souples, va être beaucoup moins sensible aux vibrations, tandis qu'en France, ce qu'on voit, c'est que globalement, les gens sont très sensibles parce qu'ils sont habitués à avoir des planchers lourds qui ne vibrent quasiment pas. Donc on voit donc là c'était Canada et Finlande. Les Allemands, je crois qu'ils sont encore plus bas en termes de seuil. Mais voilà, ça montre que c'est des problèmes qui sont quand même un petit peu culturels. Donc les seuils doivent être adaptés en fonction des particularités du pays. Sur cette partie ressentie, donc comme je disais en début de présentation, donc on y travaille à FCBA depuis quelques années, dans le but notamment donc d'améliorer la définition de ces seuils de tolérance qui sont très importants, parce qu'il ne faut pas que le plancher soit jugé inconfortable, parce qu'au niveau de l'image, au niveau des habitants, ça va être gênant, mais il ne faut pas non plus aller surdimensionner le plancher pour des problématiques de confort. Donc trouver le seuil adéquat, c'est pas une mince affaire. Et aussi pour caractériser des chargements qui sont un peu différents. Parce que là, on a parlé de la marche d'une personne sur un plancher, mais en réalité, surtout sur des planchers à vocation collective, on va être sur beaucoup de personnes, où je sais qu'on fait appel à nous aussi pour des problématiques liées aux vibrations, liées aux machines, ascenseurs, machines à laver, etc. Donc pour caractériser tous ces éléments, avec des essais en laboratoire, des essais in situ, donc avec des groupes de personnes qui se sont amusés à faire du sport sur les planchers pour qu'on mesure les accélérations. Et donc cette partie, là on a d'abord la partie psychosensorielle, donc cette partie comment définir l'inconfort, sachant que c'est très difficile de définir le confort, parce que le confort est défini par une absence d'inconfort. Donc aller poser juste la question à quelqu'un, est-ce que vous êtes en situation confortable ou pas, il y a énormément de biais qui se posent juste de la façon de poser la question. Donc ça, c'est une science particulière. Donc on allait sur des mesures type enquête. On demande à la personne et on allait un peu plus loin avec des mesures physiologiques, avec une mesure des battements cardiaques de différents indicateurs de santé de la personne pour voir si on voyait une corrélation entre le niveau de vibration et ce qui se passait au niveau battement cardiaque, etc. Donc on obtient des grands diagrammes comme ça qui vont permettre d'essayer d'identifier des corrélations. Toujours pareil, on est sur de l'humain, donc avec une variabilité qui est extrêmement importante entre les personnes. Donc les corrélations sont rarement, on n'a pas des corrélations à 0,99, mais on observe quand même des choses. Et ça permet d'obtenir des seuils quand on va obtenir des variations importantes sur les mesures physiologiques. Sur les chargements, donc les chargements liés au groupe, donc il y a déjà des travaux qui avaient été faits dans le passé, mais on a approfondi là-dessus pour ce qui va être important quand il va y avoir plusieurs personnes, c'est pas juste une somme de personnes isolées, il y a un certain coefficient de coordination à prendre en compte qui représente si les gens agissent de façon coordonnée, avec la même fréquence, avec les mêmes impacts au même moment, ou si c'est complètement aléatoire, ils sont complètement non coordonnés. Et donc ça va limiter un petit peu le chargement. Donc là, pour le dire simplement, un coefficient de coordination de 0,3 avec 16 personnes, ça veut dire qu'au lieu d'avoir 16 fois la sollicitation, on a 0,3 fois 16 fois. Voilà, c'est comme si on avait on sommait 4 personnes isolées. Donc ce rapport dont je parle brièvement, voilà, il va paraître à l'été 2024. Donc si vous voulez plus d'infos, ça sera à ce moment-là. Je ne sais pas combien de temps il me reste. Ça va ? 10 minutes, parfait. Donc juste le temps pour faire quelques applications rapides. Donc ces applications, je ne les ai pas inventées. Ça a été travaillé dans le background de la nouvelle version de l'Eurocode, alors que j'ai remis à jour avec les dernières modifications. Donc pour dimensionner ces planchers vis-à-vis des vibrations, donc on a un plancher, donc je vous ai mis la composition ici. Donc la première étape, ça va être de déterminer les modules de flexion dans le sens longi, dans le sens transversal, donc en fonction des dimensions de nos solives ou de nos CLT ou de tout ce que vous utilisez. Et donc il va y avoir une importance de la masse, donc de la masse par mètre carré qui va intervenir dans le calcul. Donc en fonction de ces éléments,
Donc la première étape, ça va être de calculer notre fréquence de résonance. Donc avec la formule que je vous ai donnée précédemment. Donc déjà la partie brute, donc le pi sur 2L carré, voilà la racine qui va nous donner donc la fréquence de résonance d'une poutre sur 2 appuis. Et donc ces coefficients KE1, KE2. Donc là on est sur un exemple simple avec sans présence d'appui intermédiaire. Donc on est sur un KE1 qui est égal à 1. Au niveau du KE2, donc on est sur un plancher solivé avec un module de flexion transverse qui est très faible vis-à-vis du module de flexion longitudinale. Donc je vous ai détaillé le calcul, mais globalement on est sur un KE2 qui est à peu près égal à 1. Qui est très, très légèrement supérieur à 1. Donc ça va vous permettre de calculer rapidement cette fréquence. Et donc là, on est sur un plancher qui est à 8,5 Hz. Donc à valider, parce que comme je vous l'ai dit, je ne l'ai pas forcément précisé, mais la frontière entre plancher transitoire et plancher résonant, elle sera probablement à 8 Hz. Pour l'instant, ce n'est pas forcément défini. Donc là, dans ce cas-là, on va considérer que c'est un plancher qui est transitoire. Donc la vérification qu'il va y avoir à faire, c'est au niveau de la flèche et de la vitesse. Je ne détaille pas cette partie de calcul, mais on va avoir un élément pour calculer la flèche liée à une sollicitation d'1 kN. Donc, dans ce cas-là, on a une flèche de l'ordre de 0,5 mm. Et donc, le calcul de l'accélération n'est pas nécessaire dans ce cas présent. Par contre, il va falloir calculer la vitesse impulsionnelle. Donc la vitesse impulsionnelle, donc on démarre par calculer la force liée, donc le I mod mid, avec donc la formule empirique suivant la fréquence de pas et la fréquence de vibration de notre plancher. Ensuite, donc la masse modale du plancher. Donc il y a des éléments pour aller calculer les masses modales de plancher dans des cas courants. Ensuite, la vitesse impulsionnelle pic. Donc avec ses coefficients, donc c'est le K-imp et le K-red à prendre en compte, donc le coefficient de réduction de 0,7. Et donc ensuite la vitesse RMS, donc qui est traduit là par le petit coefficient bêta, donc qui était la formule assez complexe que je vous ai détaillé avant. Donc c'est la valeur qui va nous intéresser pour la partie ressentie, c'est cette valeur impulsionnelle RMS. Donc, qui dans le cas présent est de 0,0011 mètres par seconde. Donc la vérification de l'accélération n'est pas nécessaire. Donc à partir des valeurs obtenues, on utilise ce tableau pour aller déterminer la valeur du coefficient R qui va permettre de classer la performance du plancher. Donc au niveau du critère lié à la raideur du plancher, donc le W1KN, on a un R qui est égal à 12. Le critère en fréquence, il est validé. On a un plancher qui est supérieur à 4,5 Hz. Et le critère en vitesse impulsionnelle, donc il nous donne un R égal à 11. Donc on garde la valeur la plus haute du R. Donc ça nous fait un niveau de performance pour le plancher de 3. Sans tout redétailler, j'ai juste un deuxième exemple pour un plancher, cette fois-ci, un plancher résonant, solivé. Donc avec en plus une indication, pour le coup c'était un plancher existant, donc avec une fréquence qui avait été mesurée à 7,5 Hz et une accélération qui avait été mesurée. Donc on a des valeurs un petit peu différentes. Là on est dans le même cas où la raideur transversale est très faible. Une masse qui est plus élevée, donc ce qui explique aussi pourquoi la fréquence de résonance baisse. Donc on recalcule notre fréquence de résonance avec les mêmes valeurs. Alors là, on est encore dans un cas où le KE1 et KE2 sont globalement égaux à 1. Donc on trouve une fréquence de l'ordre de 7,2, donc qui se rapproche quand même de celle de calcul. Et donc on est en dessous de 8 Hz, donc on est sur un plancher résonant. Dans ce cas-là, alors je ne vais pas détailler le calcul de la flèche et de la vitesse parce que ça a été déjà fait sur la première application. Par contre, comme on est sur un plancher résonant, on a besoin d'un calcul de l'accélération. Donc, de la même façon, on a besoin de la masse modale. Donc, on a une formule qui nous le donne en fonction des paramètres géométriques et de la masse du plancher. Et on va pouvoir calculer cette accélération, donc avec le F dynamique qui doit être pris à 50 newtons et avec donc, le KRS et le MURS, donc là de 1 et 0,4. Donc ça nous donne une accélération de 0,15 mètres seconde carré.
Pour comparer avec la valeur mesurée, sachant que là, ce qui est donné par le calcul, c'est une valeur RMS. Donc on peut, donc pour calculer, il faut diviser par le MURES, qui est un facteur de sécurité qui intervient pas, le racine de 2 pour passer sur une accélération pic. Et donc globalement, le calcul Eurocode nous donnerait une accélération pic de l'ordre de 0,54. Donc la valeur mesurée était de l'ordre de 0,5. Donc pareil, les ordres de grandeur sont quand même respectés. Donc sans rentrer dans le détail des autres vérifications, alors pour un plancher résonant, les 4 vérifications sont nécessaires. Là, on s'intéresse juste à la partie accélération. Dans ce cas-là, le R serait de 30,6. Donc on prend le niveau de performance supérieur. Donc on aurait un niveau de performance de 5 sur la partie accélération, en supposant que la performance n'est pas plus faible sur les 3 autres paramètres. Donc c'était la fin de l'application. On a augmenté Merci pour votre attention. crescendo les niveaux de vibration par intensité et par fréquence. Ah, oui, et on a relevé leur... Merci beaucoup Thomas. Je me demandais d'où venait le son. Ça va laisser un peu de temps pour les questions, c'est parfait. J'en ai récolté quelques-unes et il y en a qui se lèvent, on va donner priorité à la salle. Je ne sais pas s'il y a un deuxième micro. Je commence par là. Merci et bravo pour la pédagogie. 2 petites questions. Quid des machines à laver en termes de ressenti? Et deuxième question, finalement votre présentation est plutôt générique au sens du matériau, ne concerne pas le bois, hein, les fréquences, les vitesses. Donc c'est une partie commune et partagée à tous les matériaux avec des planchers mixtes bois-béton et finalement le matériau ne va jouer que sur le critère de performance qu'on va sélectionner éventuellement. Enfin, si vous pouviez nous renseigner là-dessus. Merci. Et un prend celui-là. Donc, alors malheureusement, on va dire, donc c'est pas des critères communs avec les autres matériaux. On a des seuils dans l'Eurocode 2 ou l'Eurocode 3 qui sont différents. Notamment, je sais qu'on a eu des problématiques sur la fréquence minimale quand on est sur des planchers mixtes bois-béton. La fréquence minimale pour le béton est plus faible que celle qui est prévue dans l'Eurocode 5. De mémoire, c'est 2,5 ou 3 Hz, quelque chose comme ça. Alors que la problématique vibrationnelle, voilà, le parti confort, elle n'est pas du tout liée au matériau. Les particularités qu'on va avoir sur le matériau, c'est la capacité des systèmes constructifs classiques bois à amortir ou des choses comme ça. Donc les valeurs d'amortissement, elles sont spécifiques, mais la partie ressentie, pas particulièrement. Donc, c'est à déplorer, on va dire, qu'il n'y a pas une homogénéité entre les différents Eurocodes sur ce sujet. Les machines à laver. Donc les machines à laver, donc c'est pas pris en compte dans l'Eurocode. Nous on travaille dessus en termes plus de projets de recherche, sachant que les fréquences de résonance des machines à laver sont quand même relativement, enfin les fréquences de résonance, excusez-moi, les fréquences d'excitation des machines à laver sont globalement dans le même ordre de grandeur que les fréquences des planchers, donc ça peut être une problématique. On est entre 7 et 20 Hz en général sur des sollicitations machines à laver. Donc il n'y a pas d'exigence réglementaire de ce point de vue-là. Mais je sais que c'est une problématique et on travaille dessus. Oui, bonjour. Déjà, merci beaucoup pour votre présentation parce que c'était vraiment très clair. Moi, j'avais juste 3 questions, si vous avez plus ou moins le temps d'y répondre. Au niveau des dalles, vous avez parlé, qu'est-ce qui se passe si on a une dalle qui repose sur des appuis ponctuels? Est-ce que le Eurocode répond à ces questions ou pas, le nouveau? Ensuite, j'ai pas trop bien compris pour la masse modale étoile d'où sortait la formule MLB sur 4 et pourquoi il y avait un plus 70 aussi dans la formule. Voilà, merci. Alors, je vais commencer par la fin parce que c'est le plus facile. Donc le plus 70, c'est le poids de la personne. C'est juste ça, c'est pour prendre en compte le poids de la personne, alors que c'est un peu étonnant qu'il l'ait mis parce que globalement, ça risque d'être négligeable par rapport à la masse du plancher, mais globalement, c'est ça. Donc la masse modale, quand on parle de masse modale, c'est un terme un peu dynamicien, mais c'est la masse qui est sollicitée lors d'une vibration.
Donc on n'a pas tout le plancher qui se déplace, on a une certaine partie du plancher qui se déplace. Et cette proportion pour les fréquences, enfin ça c'est de la théorie des plaques. Pour des plaques, pour les premiers modes de résonance des plaques, on va avoir des abacs, enfin en tout cas on peut le retrouver facilement. On va pouvoir retrouver cette masse modale en fonction des types de déformées modales courantes qu'on va avoir pour des plaques. Donc c'est de là que vient le MLB sur 4. Donc après, qui est la formule la plus simple et qui fonctionne globalement bien. Et donc le fait de le prendre à l'envers, j'ai oublié la première question. Oui, une dalle sur. Alors, c'est dans le cadre courant, on va dire, avec pour le calcul de la fréquence de résonance avec un KE1 qui est égal à 1, parce qu'on est juste sur des appuis ponctuels sans appui intermédiaire. Donc c'est pris dans le cas courant. Donc la dalle sur appui ponctuel, même les valeurs que j'ai données au tout début d'amortissement, voilà, c'est pour qualifier ce type d'élément. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Bonjour. J'ai une petite question sur le tableau qui donne les valeurs de fréquence, d'amortissement de vitesse. J'imagine que ça, c'est pour des appuis rigides. Et qu'est-ce qui se passe quand on est sur des appuis avec une certaine souplesse? Alors, il y a un élément que je n'ai pas présenté parce que il est un peu long à présenter, mais donc en effet c'est quelque chose de très important. Faut pas considérer en premier abord que notre appui est rigide, donc qui va modifier le calcul de la fréquence de résonance en fonction de la souplesse de nos appuis, donc en supposant un appui sur 3 ressorts par exemple, et ça va être un ratio en gros qui va être calculé, mais ça a été bien pris en compte, cette partie-là, et c'est quelque chose auquel il faut faire attention, parce qu'on peut surestimer fortement la fréquence de résonance du plancher si on ne tient pas compte de la souplesse des appuis. Alors c'est pas un tableau pour prendre, je l'ai pas présenté, c'est pas un tableau pour prendre en compte la souplesse des appuis, c'est vraiment une formule qui, à partir de la fréquence qui a été obtenue par la formule que j'ai présentée, va venir la modifier en fonction de la raideur des appuis. Donc c'est une petite formule supplémentaire. Question au fond de la salle, là. Bonjour. Moi, j'aurais voulu savoir sur le tableau qui a été présenté, comment est-ce qu'on définit la qualité vibratoire qui est attendue. Est-ce que ça doit être une demande du maître d'ouvrage? Est-ce que c'est la maîtrise d'œuvre qui définit ça? Est-ce qu'on doit présenter des... Parce que c'est difficile à appréhender. Est-ce qu'on doit aller faire des essais avec le maître d'ouvrage pour qu'il ressente ce qu'on peut ressentir sur ces qualités de plancher? Alors c'est la bonne question, et auquel je me réserverai d'y répondre, parce que pour l'instant on n'a pas de données. Voilà, la version de l'Eurocode 5, elle est en cours, elle est en finalisation. Par contre, les annexes nationales ne sont pas écrites, et donc je ne peux pas vous dire là actuellement s'il va y avoir des classes de performance qui vont être acceptées ou non, si ça va être plutôt de l'ordre du maître d'ouvrage, etc. Pour l'instant, on va dire, dans la version de l'Eurocode, on donne des classes de performance, mais entre guillemets, ils ne se sont pas mouillés plus en disant ce qui est acceptable ou ce qui n'est pas acceptable. Je vais prendre une dernière question, je suis désolé. Après, on passera à la deuxième présentation. Bonjour à toutes et à tous, François Briard, Alpe Contrôle. Et moi, j'avais une question d'ordre général. En fait, on est obligé de dimensionner aux Eurocodes quand on a de la stabilité sismique, quand on a de la résistance au feu, obligation légale. Quand on est en marché public à cause du cahier des clauses techniques générales ou administratif général. Et en fait, il n'y a légalement aucune obligation légale de dimensionner en fréquence vibratoire. Il faut le faire parce que c'est bien un facteur dimensionnant. Mais pour moi, on est vraiment dans le cadre d'application contractuelle, en fait. Et du coup, ma question, c'est qu'est-ce qui se passe en cas de sinistre si on est mal dimensionné en vibratoire, en cas d'expertise? En fait, il n'y a pas de sinistre. Voilà, c'est une question entordue, mais je suis contrôleur technique, je sais que... Voilà.
Non, c'est une très bonne question. En effet, hein, on n'a pas de critères particuliers. Alors, on est FCBA, on a pu faire des expertises. Sur les expertises qu'on a eu à faire quand on a des problèmes vibratoires, en général, il y avait d'autres problèmes liés à des critères de flèche ou des choses comme ça. Donc, on avait des éléments un peu tangibles pour aller déclarer qu'il y avait un sinistre. Là, actuellement, alors, sur la prochaine version d'Eurocode, c'est un peu la même chose que pour la question précédente. J'aurais du mal à dire parce qu'il n'y a pas de critères établis en disant qu'il faut qu'on soit sur des classes de performance 4 ou plus ou des choses comme ça pour l'instant. S'il y en a, la question sera assez simple à traiter. Donc voilà, je pourrais pas. Voilà. Pour l'instant, dans l'état actuel des choses, je ne pourrais pas en dire beaucoup plus. Merci beaucoup Thomas pour cette présentation et ces réponses.